Salut et bienvenue dans mon nouveau studio. Mais c'est pas le sujet du jour, on va y revenir dans une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter une personne extraordinaire. Un gamin professionnel, un aventurier d'expérience, un générateur d'excellentes mauvaises idées, mais surtout ma nouvelle source d'inspiration. Je te parle de Frédéric Dion. Si tu n'as jamais entendu son nom avant, je te donne un indice. C'est le genre de gars qui va s'aventurer jusqu'au centre de l'Antarctique. Oui, l'Antarctique. Seul et juste pour le fun. Et avec tout plein d'exploits du genre, on pourrait s'attendre à rencontrer une tête enflée, mais bien au contraire, Frédéric, c'est une joie de vivre contagieuse sur deux pattes, une personne vraie, sincère, un amoureux des petits plaisirs de la vie et surtout quelqu'un qu'on a le goût de côtoyer. Je te le présente au travers d'une entrevue que j'ai eu la chance d'enregistrer avec lui dans sa salle à manger. Prends le temps de t'asseoir bien confortablement pour écouter tout ça, ça va peut-être changer ta vie. Il m'a remis en question sur tout plein d'éléments de mon quotidien. Et comme à l'habitude, ce podcast sera agrémenté d'images tournées par l'aventurier que je rencontre. Et Frédéric a capturé vraiment tout plein d'images vraiment spectaculaires tout au long de sa carrière. Donc je te donne juste un petit avant-goût avant de commencer. Allez, c'est parti! Je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier. Mon travail pour les 18 dernières années, c'est de réaliser des défis. Salut Fred! Salut Pascal, Comment ça va? ça va bien? Content d'être avec toi aujourd'hui. Content de t'avoir à la maison. 45 ans aujourd'hui. Ouais. Bonne fête. Je pensais que tu parlais de la maison. Merci. En Donc? fait, c'est 20 ans, mais avec 25 ans d'expérience. J'ai encore l'attitude de gars de 20 ans. Oui, c'est ce que j'allais en venir. Je t'ai scrappé une question. Parce que toi, t'es un aventurier conférencier. Ouais. C'est ce que tu fais la majorité de ton temps. T'es un survivaliste. Non. Non? Non, survivaliste, c'est comme ceux qui ont peur que le monde s'écrase puis que. Ah, tu vois ça comme ça? Ouais, non, c'est. Ok. Tu fais de la survie. Je fais de survie. OK. T'appelles ça comment? Un aventurier? Survivaliste, je sais pas. C'est comme. Ça fait comme appel aux gens qui pensent que l'apocalypse va arriver bientôt. Puis c'est pas mon cas, en fait.
Non, ben c'est pas comme ça que je te vois. OK. J'ai pas ce côté-là dans ma tête quand que je dis survivaliste, du moins en passant à toi. Mais continue. T'es un testeur de limites. Ouais. Surtout les miennes, en fait. Là. T'es un passionné de la nature. Ouais. Un transmetteur d'inspiration. Mhm. T'es un générateur d'excellentes mauvaises idées. Ouais, surtout pour moi, en fait. Mais des fois, t'embarques du monde là-dedans. Je peux être convaincant. Ouais. Surtout avec ceux qui ont gardé les gamins en eux vivants. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr que... C'était mon prochain point. T'es avant tout un gamin professionnel. Ouais. J'aime ça la façon que tu le décris. C'est quoi un gamin professionnel? Ça, c'est le petit gars, gamin, qui arrivait sur le bord du trou d'eau puis qui se disait « Ah! La meilleure idée dans ma vie, c'est de sauter dans ce trou d'eau-là. » Puis je pense qu'on a tous déjà été ce gamin, gamine-là. C'est juste que pour moi, le désir de sauter dans le trou d'eau, ben, le trou d'eau est devenu un étang, un lac, une rivière, un fleuve, puis éventuellement la mer. Puis j'ai gardé ce désir de jouer dehors intact. J'ai encore du plaisir à faire ce genre de choses-là. C'est juste que j'ai développé mes techniques, j'ai développé mes habiletés, puis ce qui fait que maintenant, ben, je peux faire des choses comme traverser l'Antarctique en ski. J'ai-tu entendu dire que tu étais le premier homme à l'avoir fait? La traversée en solo? Non, solo, il y a un débat sur le terme solo, fait qu'on va dire seul. OK. Je suis la seule personne au monde à avoir atteint le centre de l'Antarctique seul. OK. C'était ma première aventure polaire. Je pense que j'ai bien réussi. Puis en fait, je suis fier de celle-là parce que il y a des gens qui ont tenté après moi puis qui n'ont pas réussi. Fait que je me dis, bon, j'étais pas pire. Puis, t'en aller comme ça. Moi, dernièrement, j'ai été faire le nord du Québec. Puis le nord, ça m'a toujours attiré. Là, ces endroits-là un peu des déserts blancs. Là. Puis depuis que j'y étais, ça me fascine encore plus. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller? Je veux dire, j'aimerais vraiment ça, y aller en Antarctique, voir ce paysage-là, mais seul? C'est parce qu'il te manque des neurones ou il y a juste personne qui voulait t'accompagner? Bien, plusieurs raisons. Oui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est prêt à venir. Mais ça, j'ai des coéquipiers. Je fais des aventures autant en groupe, en famille, en équipe de deux que seul. Mais j'ai mon jardin secret dans lequel j'aime retourner pour désherber, pour partir des nouvelles plantations, pour partir des nouveaux rêves, pour me revoir, me réapprendre. Puis seule, la vie, elle est simple. Hein? Ouais. Puis ça, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette solitude-là. J'en ai besoin. J'ai travaillé dans la marine sur un bateau de 150 pieds avec 40 membres d'équipage. Ouais. Puis là, tu pars pendant un mois en mer. Je suis capable de le faire. Mais quand on arrivait à terre, Ouais. moi, je sacrais mon camp. J'avais besoin de mon temps tout seul. Mais d'aller, je veux dire, j'en ai fait quelques aventures en solo. Il finit toujours par avoir quelqu'un éventuellement proche. Parce que la solitude ouvre ce genre de rencontre-là. Oui. Approcher 2, 3 personnes ensemble, c'est bien plus épeurant qu'une personne seule. Ça se fait tout seul. Ouais. Mais en Antarctique, tu ne croises pas grand monde. Non. Bien, tu sais, j'ai passé par différents états émotionnels. Puis j'ai cheminé, puis j'ai appris beaucoup, beaucoup en Antarctique. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur la vie, j'ai appris sur la mort. J'ai fait la paix avec des choses de mon passé, mais aussi j'ai fait la paix avec la vie. Je pense qu'on a accès à un bonheur supérieur, pas quand on aime sa vie, mais quand on aime la vie. Aimer la vie, ça sous-entend qu'on aime, ou du moins on accepte la mort. Puis on accepte un paquet de choses beaucoup plus dark qui font partie de la vie. Les injustices, je l'ai dit, la mort, le viol. Mais ça fait partie de la vie. Puis j'ai l'impression que faire des aventures dans la nature, ça me reconnecte à qu'est-ce que c'est la vie. Okay. Tu sais, manger ou être mangé, s'adapter ou disparaître, c'est des lois de la nature. Oui. On laisse ça sonner.
T'as laissé la sonnerie originale. Ouais. Je gosse pas bien avec ça. Le gars de techno a laissé la sonnerie originale. Pour vrai, là, un téléphone cellulaire, là, j'ai ça. Moi aussi. J'ai une relation amour-haine avec mon téléphone cellulaire. Ouais? Ah, autant je l'aime parce qu'il me donne la liberté, Tu l'utilises? autant je l'haïs parce qu'il m'en enlève. Ouais. Il va falloir que je la ferme. Ce qui m'énerve du téléphone, c'est tout ce que tu qui est obligé d'être connecté dessus. C'est-à-dire? Sur ton micro, pour qu'il soit branché sur le téléphone branché. Mais c'est pas pire, tu peux l'enregistrer directement dessus. Mais mon drone, je me suis pris une manette que je peux utiliser directement avec le drone, plutôt que mon téléphone. Je vais l'utiliser le moins possible. Je suis d'accord. J'ai tout retapé ça hier pour pas l'avoir. C'est bon, c'est vrai. Oui. Hein? Ben oui. Ah oui. C'est bien plus le fun. On disait quoi? Ah oui, on était rendu en Antarctique. La solitude. Oui. Puis là, je te parlais de aimer la vie. Puis ce que j'avais en tête, c'était... Je me rappelle... parce que quand tu pars en solo comme ça, en Antarctique, as-tu une communication vers l'extérieur? Ouais. OK. Ouais. J'avais une balise de détresse puis un téléphone, en fait 2 téléphones satellites. OK. Donc, t'as toujours la sûreté de je peux peser sur un bouton puis il y a un hélicoptère qui arrive, quoique ça doit être quand même long en Antarctique. Ouais, ça peut prendre comme plusieurs jours à plusieurs semaines d'avoir du secours en Antarctique. Ouais. Et ça peut coûter de 1 à plusieurs centaines de milliers de dollars. Ouais. T'as-tu une assurance? Techniquement, oui. Ouais. Mais c'est une surprise que tu as un peu à la fin. Ouais, tu sais, le job d'un assureur, c'est pas nécessairement de payer. Hein? C'est de poursuivre. Moi, je savais que si j'activais la balise parce que j'étais tanné de mon voyage ou que c'était pas des raisons... C'était pas une clause de... Ouais. Si j'étais blessé, là, peut-être Fallait que tu te coupes un bras avant d'appeler. Ben, tu sais, des fois, tu peux regarder un doigt, tu te dis, bon, ce doigt-là, je suis prêt à accepter, mettons, 200 000 $ pour ce doigt-là? Et si oui, comment tu le fais? Ou peut-être c'est lui le petit, en tout cas. Parce que, c'est ça, fait que oui, t'as cette communication-là avec la balise, mais t'es quand même capable de faire un appel. Oui, il y avait tout un plan de sécurité, un plan de mesure d'urgence. C'était écrit si je perdais ma tante, si je brisais un ski, si je me blessais, si j'avais une maladie. Tout était répertorié, écrit. Puis si, en fait, j'avais une communication par jour, et si je manquais cette communication-là, le lendemain... Pourquoi une communication par jour? Pour s'assurer que tout allait bien. Mais comment tu peux la manquer? J'ai juste l'oublié. Ou, par exemple, moi, j'ai eu un téléphone qui a arrêté de fonctionner après une semaine. Je suis tombé avec un téléphone pour le voyage, puis à un moment donné, c'est le haut-parleur du téléphone qui gelait, puis je n'étais plus capable d'entendre. Et donc, si je n'étais pas capable de communiquer, 24 heures plus tard, il m'envoyait l'avion au dernier point que j'avais laissé pour venir me chercher. Puis aussi, durant l'aventure, sans faire par exprès, parce que j'avais tous mes appareils électroniques sur moi, il fait trop froid, il faut qu'on les garde au chaud. Fait que j'avais 2 kilos d'appareils électroniques sur moi. J'ai activé ma balise de détresse par erreur. Et là, le plan d'urgence s'est mis en branle, puis les pilotes étaient prêts pour venir me chercher. Ils attendaient le go. Puis là, après ça, c'est passé à ma personne de communication qui a appelé la personne qui prenait la décision, c'est-à-dire ma femme. Puis elle a dit, bon, mais Frédéric a activé sa balise. Il veut qu'on aille le chercher. Est-ce qu'on y va? Puis elle a fait comme, c'est quoi le message? Ben, ça disait, pick me up here. En anglais, venez me chercher ici. Pas d'autres détails. Elle dit, c'est pas style à Fred, ça. Faites des recherches avant. Là. Elle avait un client. Elle a dit, je vais aller voir mon client, on se reparle dans 1 heure. Là, tu sais, ma personne a dit, bon, mais Fred, il est peut-être en train de mourir au bout de son sang. Là. Elle fait comme, ben, on va attendre encore une petite heure. Ça coûtait 200 000. By the way, venez me chercher. Puis, en fait, moi, j'étais en cerf-volant, je l'ai activé sans faire par exprès. Quand j'ai fini ma journée,
j'ai pris mes messages, puis là, ça disait « T'es-tu correct? T'es-tu correct? Ça va-tu? » Fait que là, j'ai fait comme « Ben oui, tout va bien. » Puis là, tout a tombé. Mais j'admire le sang-froid de ma blonde d'avoir dit « OK, on va attendre. » Oui, vraiment. Parce qu'imagine, l'avion arrive, il se pose, je dis « Qu'est-ce qu'il y a? On vient te chercher? » By the way, ça te coûte 200 000. C'est un petit peu beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Fait que, ouais. Mais les communications, puis tu sais, en fait, je fais pas ces aventures-là pour mettre ma vie à risque. Je pense qu'il y a une différence entre prendre des risques dans sa vie puis risquer sa vie. Prendre des risques, c'est mon message. Je dis aux gens, osez l'aventure, Ouais. sortez de votre zone d'habituation. Mais ça ne veut pas dire de risquer sa vie. Puis la limite, elle est où? Chacun a sa limite, chacun a son jugement. Puis quand tu arrives dans des sphères où est-ce qu'il y a peu de gens qui ont l'expérience pour ce genre de situation-là, ben souvent, il y a juste toi et ton jugement qui peut prendre cette décision-là. Moi, j'en ai fait mon expertise. Je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Je vais essayer de faire des choses un peu en deçà de ce que je sais que je suis capable, juste pour me garder une marge. Parce que oui, ça arrive des fois qu'on tombe. Puis après ça, ben, la vie n'est pas sans risque. Là. Moi, c'est mon carburant, c'est ce qui me garde en vie, c'est ce qui garde le gamin en moi vivant, c'est ce qui me fait aimer la vie. J'ai la capacité de faire des choses comme ça. Ouais. Ça me fait vibrer, je le fais. Tu as répondu à mon avant-dernière question. Mais tes aventures en solo, où est-ce que là, tu n'avais aucune communication? Je pense par exemple à quand tu t'es fait déposer au nord du 52e parallèle. Tu en as fait un dans le Yukon, où est-ce que tu te faisais déposer en hélicoptère. Puis là, j'ai vu que tu repartais comme avec un sac, puis tu avais quelques équipements. J'ai toujours des communications. Ouais. J'ai toujours des communications parce que... Avec cela, tu pouvais communiquer. Mais quand tu t'es fait déposer dans le nord du 52e parallèle, est-ce que tu communiquais aussi? Ouais, toutes mes aventures de survie, j'ai une balise de détresse, un téléphone satellite. Ça fait partie de mon entente. Tu sais, je suis père de famille. Honnêtement, tu sais, moi, tous ces équipements-là, là, c'est plus pesant puis gossant que d'autres choses. Mais je le dois aux personnes qui me laissent vivre ces rêves, ces passions-là, d'avoir des sécurités au cas où que ça ne se passe pas bien. Tu sais, je veux dire, un appendicite, ça arrive. Ouais. Donc, j'ai la chance de pouvoir ces équipements-là. Bon, je les emmène. OK. Je suis de mon siècle. Je repense à quand j'étais au Japon, il y a une période où j'étais dans les Alpes japonaises. Puis ça a été la période où j'ai dû, probablement de toute ma vie, être le plus déconnecté. Hein. Au Japon, le soir, je pouvais parler à mes amis, ma famille. Le jour, je croisais des gens, puis même s'ils parlaient ni français ni anglais, le contact fait les yeux, fait le du visage, bien. les gestes. Puis dans les Alpes, j'ai été 3 jours vraiment seul, avec moi-même, complètement déconnecté. Puis à la fin, je sentais que j'étais en train de devenir fou. Ouais. Mais ça, c'est des étapes. Ouais. T'entendais-tu des voix? Non, mais je me parlais pas mal. Ouais. Parce qu'après 2 semaines, Ouais. là t'entends des voix. C'est comme OK. si t'entends crier. Puis en fait, c'est que... je vais parler pour moi. Ouais. C'est un état où est-ce que on a rarement la chance de se retourner vers soi-même aussi longtemps. Puis de laisser sortir la pollution, les odeurs, les cris, les stimuli. Je veux dire, on est surstimulé dans la société. Ouais. Et là, tu te retournes vers toi. Au début, il y a un traumatisme. Il faut que tu places les choses. Puis après ça, tes pensées deviennent de plus en plus claires. Puis il y a des pièges à éviter. Des espèces de disques qui tournent en boucle, des erreurs du passé ou des... Ça peut être quelqu'un qui t'a parlé dans ta journée de départ, puis là, bon. Puis vient un temps où si tu réussis à faire la paix avec ça, puis que tu avances, tu vas entendre des voix, puis ce serait que tu approches d'un état méditatif. OK. Moi, mes pensées deviennent beaucoup plus claires après plusieurs jours, semaines dans le bois. Puis oui, là, j'entends des voix, puis... mais on n'est pas sur le bord de devenir fou. C'est l'impression que j'avais. Je pense que ça tombe à l'avant-dernière journée où là, ça faisait déjà
un petit bout que j'étais dehors. Puis là, la dernière nuit, c'était... Je pense que c'est la première fois où, en nature, j'ai dormi dans une tente. Puis il faisait chaud. Puis j'étais des montagnes. Mon vélo pesait 110 livres. J'étais dans les montagnes. C'est les Alpes, ça montait. Puis à un moment donné, je dis non, mais là, la journée est finie. Je monte ma tente. Puis il fait chaud, il fait beau. Je mets pas la couche imperméabilisante. Je vais respirer. Je me suis réveillé dans la nuit, puis il mouillait. Ouais. Une nuit de merde. Fait que, tu sais, ça fait 2 jours que j'ai pas parlé à personne. J'ai le goût de parler à quelqu'un, juste de voir quelqu'un. Je passe une nuit de merde, puis là, ça commence à... C'est toujours de penser à des choses positives, puis Je pense que ma caméra m'a sauvé aussi. Tu sais, je pouvais parler à mon audience qui allait éventuellement m'écouter. Puis ça me réveillait, mais je sentais que j'étais en train de devenir fou. Mais ça, c'est hyper puissant. Ces moments-là, là, ça, c'est toi pur. Ouais. Puis quand tu pédales, puis ça donne qu'il mouille, t'as un vent de face pendant 12 heures. Tout ce que tu veux, toujours dans ta face en vélo. Tu veux te rendre à une place, puis là, il est de face. Puis en fait, écoute-le. Il te parle de toi. Le vent? Le vent, il te parle de toi. La pluie, te parle de toi. Fait que tu peux les refuser ou tu peux les écouter. De toute façon, si tu les refuses, tu vas casser. Faut que tu t'adaptes, faut que tu fasses ton chemin. Mais ça, c'est hyper puissant. Mais c'est juste que c'est ta petite dose, là. Ouais. Tu apprends d'une fois à l'autre. Tu apprends, puis à un moment donné, oups, ça devient comme un univers qui t'appartient. Puis... Ah ouais. Tu sais, je parlais avec Guy Boudreau qui vit en ermite au Mont-Gros. Puis, lui, il vit là tout seul à temps plein. oui, à temps plein, mais tu sais, bon, il est connecté à Internet, puis il va te dire. Okay. Non, il est assez social. Là. Déjà, ça, c'est quelque chose. Mais il est souvent tout seul. Tu sais, je veux dire, une journée tout seul, c'est pas nouveau pour lui. Là. Mais il fait des expés en solitaire aussi. Puis, lui, comme moi, on aime ça, on a besoin de ça. Et on a la passion de le refaire. Ça fait partie de nous. Ça nous apporte trop. Okay. Mais tu sais, là, on en parle comme ça aujourd'hui. Mais pour arriver à vraiment aimer ça, il y a comme une course à obstacles. Mais il existe des outils extraordinaires puis des techniques pour arriver à être super confortable. Puis en fait, à être ton meilleur ami. Ouais. Sois ton meilleur ami et tu seras toujours bien accompagné. C'est bien dit. Mais c'est pas de moi. Mais le plus long que tu as passé sans parler à personne, aucune. Ben là, tu sais, communication. il y a le téléphone satellite. Ouais. Ça, c'est une communication. Ouais. Mais tu sais, de savoir que quelqu'un sait où est-ce que tu es, je compte pas ça comme une communication. Mais un message texte, c'est une communication. Ouais. C'est quelques jours, c'est pas beaucoup en fait. Seul, sans avoir d'autres contacts extérieurs, parce que j'ai toujours le téléphone satellite. Puis souvent, il y a des entrevues, il y a des trucs qui se rajoutent. T'sais. Ma job, c'est une job de communication. Je veux que les gens parlent de mon aventure parce que plus qu'on parle de moi, plus que j'ai de chances de me faire inviter en conférence. Puis les conférences, c'est mon revenu. Ouais. Puis j'ai un message à passer. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de passer mon message, ben, je le fais. Mais mettons, seul en expédition, si on enlève les téléphones satellites, mettons en Antarctique où est-ce que ben, c'était assez court et assez désagréable, anyway, parce que la communication est mauvaise, puis tu veux juste donner l'information, puis raccrocher, puis vivre ta vie. Là. Okay. Je pense que j'ai fait 20-25 jours. Quand même. Puis tu sais, j'ai fait c'est là que tu commences à 2 semaines, puis à un moment donné, j'ai craché, mais tellement profond, là. J'imaginais. Mentalement, hein? Oui. C'était correct pour moi, tu sais, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur du blizzard, j'ai pas peur... J'étais hyper à l'aise avec ce qui se passait sur le terrain, même si c'était difficile. Mais je me suis mis à penser à mes enfants. Et là, je réalisais que où est-ce que j'étais, si je voulais revenir à la maison, s'il y avait un drame, ben, je serais pas à la maison avant 3 semaines. Puis là, tu te dis, oh, en 3 semaines, si j'ai un enfant malade,
Tu sais, je veux dire, il y a le temps de mourir puis d'être enterré que je serais même pas revenu. Ouais. Puis, tu sais, j'ai un ami, lui, il est parti en expédition, puis quand il est revenu, ses 2 enfants étaient morts de 2 causes différentes. Ah oui. Fait que veux pas, tu sais, ça... Tu te dis, il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est déjà arrivé. Ouais. Euh, Tu te mets à broyer des idées noires un peu comme ça. Oh, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Je me sentais tellement loin. Jusqu'au moment où j'ai touché le fond, puis j'ai fait la paix avec le fait que la mort fait partie de la vie. Puis qu'ici, la vie de mes enfants, ça devait être ça, ben ça aurait quand même valu la peine que je vive juste ça avec eux autres. OK. C'est accepter ce que la vie nous donne. Ouais. Tu sais, là, je le dis comme ça, tu sais, puis si j'ai un enfant qui meurt, peut-être ça va être... On va scraper ça. Non, c'était une mauvaise idée, c'est pas ça la vie. Mais pour l'instant, du moins, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, où est-ce que je fais comme, ben oui, OK, la mort fait partie de la vie, tu sais, parce que, tu sais, à un moment donné, je parle à ma blonde au téléphone qui me dit, ouh, le chien va pas bien, là, je pense à mon chien, puis là, je me dis, hey, tu sais... Ouais. C'est ça, t'es toute seule. Fait que t'as tes idées... Puis là, je pense à mes parents qui sont plus âgés. Ça va, tu sais, je pense à tes amis. Puis là, fait que, tu sais, il n'y a rien en Antarctique. Il n'y a rien, je te jure, il n'y a rien. Il n'y a même pas une graine dans la neige. C'est juste blanc. Puis il y a tout. Il y a tout. C'est quoi tout? Il y a ton passé, ton présent, ton futur. Okay. Tout est là. Tout est là. Fait qu'il y a toi. Il y a toi. Toi, la vie, ton regard sur la vie, le ciel, la terre, le soleil. Tu peux tout créer, tout détruire. Tout est là. Puis ça se passe comment? C'est 14 jours? Et 14 jours. Que tu es resté en Antarctique? 55 jours. Mais tu sais, je dis, il y a tout en Antarctique. Imagine que l'Antarctique, c'est une toile blanche. Ouais. OK. Ce qu'il va y avoir sur cette toile-là, c'est ce que toi, tu vas y projeter. Ouais. Tu vas y projeter du bonheur, ça va être du bonheur. Tu vas y projeter du malheur, ça va être du malheur. Tu vas y projeter des souvenirs négatifs du passé, ça va être... C'est toi qui décides, tu es un projecteur, tu envoies tout ça sur la toile. Puis là, je suis revenu de cette aventure-là en me disant, hey, c'est spécial, l'Antarctique. Pour réaliser que la vie, c'est pareil. La vie, c'est pareil. C'est une toile blanche. Ce que tu veux projeter sur cette toile-là, c'est ce qu'il va y avoir. Il y a plusieurs stimuli. On est bombardé de plein de choses, mais dans les faits, c'est le même choix. C'est la même affaire. C'est exactement la même affaire. Okay. Puis, tu manges quoi en Antarctique? Tu manges le plus de calories possible. Tu étais sur tes réserves. Tu avais toute ta bouffe. Ouais. Tu avais 55 jours de bouffe. Je suis parti avec 65 jours de bouffe. Quand j'ai vu que j'étais rapide, j'en ai laissé, mais juste la nourriture pour les emballages. Là. Mais j'ai vidé pour 5 kilos de bouffe, 5-10 kilos, pour être plus rapide. Mais là, tu sais, c'était une aventure. Là. Mon traîneau ici déchiré, donc je voulais alléger pour que ce soit moins dur mon traîneau. Puis... Ce soir, on s'adapte en cours de route, là, mais qu'est-ce que je mangeais? C'était de la nourriture grasse, parce qu'en fait, dans le gras, tu as 2 fois plus de calories que dans n'importe quoi d'autre, que dans les, mettons, les carbohydrates ou les protéines. Donc, beaucoup de nourriture grasse, c'est-à-dire du salami, du fromage, du chocolat, des noix. J'avais un repas chaud par jour, un chocolat chaud par jour. Tout est calculé, tu sais, parce que toute la nourriture ou l'eau chaude que tu vas faire, c'est du gaz que tu brûles, puis tes réserves que tu brûles. Puis ton eau, c'est... C'est la neige que tu fais fondre. Ouais. Ah oui. Tu fais fondre la neige pour la boire, pour cuisiner tes affaires. C'est ça. Ben, l'Antarctique, c'est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Es-tu bonne? Ben, elle goûte pas grand-chose. Elle goûte l'eau. Elle goûte l'eau. Elle goûte pas mal ça. Ben, tu sais, tu peux faire du marketing puis vendre des drinks super chers avec de la glace antarctique, là, mais... T'en as pas ramené? Ouais, tu sais. Ça aurait pu en embouteiller. Ben, j'ai rencontré une personne qui fait ça. Ah oui? Part en bateau, se rend jusqu'à un iceberg, fait fondre la glace, ou en tout cas stocke la glace, peut-être juste la stocker puis elle va fondre en cours de route. Puis avant ça, aux
Émirats. Ah oui, les Émirats Arabes Unis. Ouais, c'est ça. Super cher, c'est un bon commerce. Ah, ouais. Ouais. J'aurais pas pensé. Tu es sur un projet d'atteindre les pôles d'inaccessibilité de chaque continent. C'est quoi un pôle d'inaccessibilité? C'est l'endroit le plus loin de toutes les frontières d'un élément, d'un endroit, d'un lieu déterminé. Moi, c'est les continents. Ouais. Donc, la frontière, c'est l'océan. Ouais. Puis, mettons, si on prend la table ici, le pôle d'inaccessibilité, c'est là, dans le milieu. OK. Ce que j'aime de ce projet-là, c'est que d'abord, la destination, c'est pas grand-chose. Ça peut être un marécage, là, Ouais. c'est juste le milieu. Mais ça donne toute la valeur au chemin pour se rendre, c'est le chemin qui importe. Tu le calcules comment sur un continent? Ça existe sur Wikipédia, tu peux juste comme OK. la coordonnée Il y a là, il y a quelqu'un des qui gens a déjà il y a fait du ce monde travail-là. OK. Puis pour certains endroits, il y a déjà une statue, mais là, il y a des fois, en Europe, il y en a comme 7. Ils sont à peu près à 100 km de distance, là, mais chaque village, pas chaque village, mais ils n'ont pas tous les mêmes facteurs. Là. Ouais. Quelle mer est une vraie mer, puis quelle frontière est une vraie frontière. Mais en gros, c'est ça. C'est le centre d'un continent, c'est le chemin pour se rendre qui est intéressant. Puis pour moi, en tant qu'aventurier multidisciplinaire, là, ça me donne un éventail extraordinaire de moyens de déplacement pour me rendre jusque-là. L'idée, c'est de le faire de façon sportive. Fait que tu prends toujours du De bord, l'océan. puis le but, c'est juste de C'est se ça. rendre au Fait que pour l'Amérique du Sud, je trouvais ça cool qu'on arrive en bateau, puis qu'on saute à l'eau avec les vélos, puis qu'on nage jusqu'à la côte. Moi, je me disais, on fait un film là-dessus. C'est cool, tu sais, je veux dire. Il y a du monde qui me trouve fou, mais moi, je vous ramène juste au trou d'eau, qui est devenu l'océan. Ouais. Voilà. Puis ça, au final, c'est une excellente ou une mauvaise idée? C'est une idée cinématographiquement parlant Excellent. extraordinaire. Oui. Tu sais, le film commence avec ça. Oui. Tu dis, OK, je vais regarder ça. Bon. Après ça, il y a quelques équipements qui ont pris l'eau. Ça, Oui. Ça a coûté combien en équipement noyé? Ça a coûté 6 000. Ça valait-tu la peine? Il y avait un MacBook Pro, Ouais. une caméra à 3000. Ils rallument pas, les autres. Hein? Non, l'eau salée, c'est... Ouais, ça, c'est non. Mais je sais pas, j'ai mon vélo avec tout mon équipement électronique. Non, mais attends, là, on s'est préparé. On avait mis ça dans des sacs de poubelle, Ouais. fermés, dans des sacs étanches. Mais le sac étanche de vélo, là, il est étanche à la pluie? Es-tu vraiment étanche à... Écoute, à ce temps que ça s'est fait, moi, je comptais plus sur le sac de poubelle. Mais ça s'est donné qu'en le rentrant, il s'est créé un trou. Ah. Ou peut-être qu'en fait, tu sais, les vagues étaient grosses, puis on s'est vraiment fait brasser. Puis ça a pris plus que le 2 minutes que je pensais que ça allait faire. Tu sais. Moi, je pensais que c'était une petite scène facile. Là. Ok. Mais cette journée-là, il faisait beau, mais il y avait des vagues de 3-4 mètres, mais qui venaient par série. Ce qui fait que des fois, c'était calme. Fait que là, on a sauté à l'eau. Puis le temps qu'on réussisse à nager, il y a une série de grosses vagues qui nous a ramassés. Fait que, c'est ça. Mais ça fait partie de l'aventure. Moi, c'est un des moments les plus intenses de ma vie. Puis je pense que c'est pareil pour mes 2 coéquipiers. Ouais. Ça fait un super bon film. Ça fait des shots à 6 000 $. Oui, ça fait une belle expérience à raconter. Ouais. Puis regarde, moi, je fais partie de ceux que, quand ils regardent un projet qui se dit « ça va marcher Ouais. ». Il faut l'essayer. Tu sais. Comment ça fait pour flotter un vélo? Ah, ça flotte en masse. Avec les sacoches, là. Puis en fait, tu sais, les gars, ils ont embarqué dans ce projet-là. Puis je suis sûr que Jacob Racine, mon coéquipier, puis Dan Barrio, Jacob, il a dit à Dan, Fred va faire ça, mais de toute façon, un vélo avec les sacoches, ça flottera pas. Ouais. On embarque 12 litres d'eau, on traverse un désert puis des montagnes après. Fait que tu sais, toute la bouffe, puis les équipements, les ordinateurs, c'est super pesant. Fait qu'il a dit à Dan, fais-toi-en pas. Il va remplir son vélo, il va l'essayer, il va se rendre compte que ça flotte pas. On passera au plan A qui est de B ou qui est de partir de la ville où on est, puis de rouler, tu sais. Puis on n'aura pas l'air des chickens qui ont dit non. Fait que j'ai rempli mon vélo. Mais moi, j'étais sûr que ça flottait, là. J'étais sûr. Fait que j'ai rempli mon vélo.
J'étais allé sur le bord de la plage, j'ai rentré dans l'eau, puis le vélo, il fait... Puis il s'est mis à flotter. T'as rien fait de spécial? Non, mais c'est tu sais, du linge, ça flotte, des sleepings, ça flotte. Tu sais, il y a beaucoup d'air là-dedans. Là, fait que, oh, ouais. Puis là, t'as vu Jacob faire comme... Ah, merde. Non. Ça marche. Mais tu sais, c'était-tu ma meilleure idée à vie? Non, j'ai eu des meilleures idées. Ouais. Mais je suis... quel moment incroyable quand même. Quel moment incroyable, mais c'est aussi de... Quand tu prends le risque, il faut que tu acceptes les conséquences qui viennent avec ce risque-là. Ouais. Moi, je les accepte, ces conséquences-là. Je vis la vie, j'accepte aussi les conséquences de la vie. Au bout, c'est la mort, d'une façon ou d'une autre. Ouais. C'est peut-être un cancer, c'est peut-être un accident de char, c'est peut-être, je ne sais pas. Tu vas peut-être me noyer avec mon vélo. Puis quand tu prends la voiture, ben, la conséquence de prendre une voiture, c'est que quand tu roules 100 km/h puis que tu croises des chars à 100 km/h, ben, ça peut faire des collisions à 200 km/h. Ouais. Je pense que l'être humain se moumounise d'une certaine façon. On essaye de prendre le risque, de prendre l'inconfort, de prendre la souffrance, puis de l'évacuer. On ne veut pas ça. Ça, c'est non. Ouais. Hein? Mais la vie, c'est pas ça. La vie est pleine de risques. Puis je trouve que l'être humain se moumounise. Tu sais, la preuve, on a annulé l'Halloween 2 fois! Ouais. Tu sais, je veux dire, s'ils vendent 80 km/h puis que toi, tu as décidé de te déguiser en éolienne, on va te laisser aller! C'est de la sélection naturelle! Je veux dire... Je veux dire... Il faut qu'on soit conséquent de nos actes. Puis tu sais, quand je dis se momuniser, c'est quand tu comptes plus sur le gouvernement pour t'arranger s'il y a un problème que sur toi-même. Ouais. Ça, moi, c'est non. Ouais. Mais c'est mon avis. Tu sais, je veux dire... Tu sais, micro-ondes, mettez pas votre tête dedans. Ben oui, c'est une mauvaise idée. Puis, tu sais, je veux dire, si tu mets ta tête dans le micro-ondes puis que tu décides d'actionner la compagnie... Oui, ça me fait penser, j'ai travaillé en électronique longtemps, puis j'ai des clients qui capotent sur les ondes. Capotent. J'ai un client à un moment donné qui... pas de Wi-Fi, pas de télécommande sans fil, pas de rien de sans fil. Puis là, elle me contait tout ce qu'elle faisait dans sa maison pour pas avoir de sans fil. Puis à un moment donné, je l'ai vu parler au téléphone cellulaire en train de regarder qu'est-ce qu'il cuisait dans son four micro-ondes. Oh! Oh! Ouais! Ben, c'est ça, ouais. Sélection naturelle, mais je dis ça, je dis rien. Ouais. En Antarctique, tu te réchauffes comment? En mangeant de la nourriture. Ah oui? Le corps humain est une machine à production de chaleur. Ouais. C'est extraordinaire. Une journée typique en Antarctique, se passe de quoi à quoi, de jour à la nuit? Ben, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Il fait soleil 24/24. Le soleil fait ça durant l'été austral. Oui. C'est dans la période que tu y as été. Oui. Il y a une autre période que c'est le contraire. Oui, c'est ça. OK. Oh. Donc, tu choisis ton heure. Tu sais, les Américains fonctionnent sur l'heure du Chili, les Russes fonctionnent sur l'heure de la Nouvelle-Zélande. Okay. Chacun choisit son heure, mais faites-l'air. Donc là, tu avais une météo un peu plus chaude. Ben, ce que les explorateurs diront pas, c'est que dans la tente, à cause du soleil, il fait 20 à 30 degrés plus chaud que dehors. Wow. Bon, moi, il y a des endroits, il faisait moins 50. J'étais à 1000 mètres plus haut que le pôle sud, j'étais à 3700 mètres. Là, il faisait moins 50. Okay. Plus le vent. Ça, c'est frais. Tu sais, je veux dire... Plus le vent, plus que tu es en train de voyager sur un kite. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu sors dehors, tu es habillé comme un ours. S'il y a un petit bout de peau qui dépasse, puis tu le sens, là, ça fait mal tout de suite. Si tu mets pas quelque chose, ça va geler. Tu vas payer les conséquences. C'est de la sélection naturelle à côté. Puis tu restes pas longtemps à dire « Ah, c'est beau ici ». Tu bouges. Tu fais tes affaires. Tu te mets en action, puis c'est un combat qui va durer 12 heures, jusqu'à temps qu'à la fin de la journée, tu es fatigué, tu es brûlé, tu montes ta tente, puis là, quand tu rentres dans la tente, tu allumes ton réchaud, puis là,
là, tu as ton gros sleeping, puis tu sais, fait que ça prend un certain temps à se réhabituer à ce genre d'inconfort-là, mais après ça, ça devient une routine, puis tu sais, le bonheur, ben, ça se trouve à rentrer dans ton sleeping à la fin d'une grosse journée pour faire une sieste avant de prendre ton gros souper, ton chocolat chaud, puis de redormir pour la nuit, tu sais, ça devient beaucoup plus simple, en fait, tu sais, pas de trafic, pas de compte à payer, pas de, je veux dire, c'est bien. Ouais. Puis le soleil tout le temps, t'en as pensé quoi? Moi, j'adore le soleil. Moi, Les là, au mois de 24 heures? novembre, décembre, là, j'ai de la misère, j'ai pas d'énergie. Ouais. Fait que je suis arrivé en novembre, décembre, en Antarctique, puis le soleil était... Fait que moi, ça m'allume. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin de lumière, fait que j'avais de l'énergie. Puis pour dormir? Ben, le seul défaut, tu te mets un truc pour te cacher les yeux, mais le seul défaut, c'est que des fois, tu vas te réveiller, mettons, à minuit, puis là, tu enlèves ton bandeau, puis il fait l'air comme s'il était midi. Fait que là, ton cerveau, il se met à on, puis c'est difficile de se rendormir parce que là, tu sais, j'ai passé tout droit. Tu sais. Ouais. J'avais vécu ça en Norvège. Je trouvais que ça jouait beaucoup sur mon sommeil, justement. En Norvège, je sais pas pourquoi ils mettent pas de rideau. Jamais. Ah, ben pas de rideau. Non. Mais les autres, c'est un peu comme le Yukon, tu sais, ils ont un beat, c'est mollo l'hiver, puis l'été, ils sont à côté dans le fond. Ouais. C'est ça. Hein? Ouais. Puis, fait que c'est ça, je finissais par me réveiller à... Moi, il se couchait, mais il faisait jamais noir. Fait que je peux me réveiller à 2-3 heures le matin, puis c'est ça, là, j'ai pas le goût de me rendormir. Juste, c'est niaiseux, juste parce qu'il fait clair dehors. Puis ça jouait aussi beaucoup sur mon appétit. Je me souviens, un soir, j'étais arrivé dans une région, dans un village, puis je me suis dit, je vais me chercher quelque chose à manger à l'épicerie, puis c'est fermé, ils ferment donc bien de bonne heure. Ben, dans ma tête, il est 17 heures. Je regarde le soleil, il est 17 heures. Je vais aller me chercher quelque chose à souper, puis 22h30. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas faim. J'avais pas faim, juste parce qu'il faisait encore soleil, j'avais pas faim. Puis pourtant, j'ai pédalé toute la journée. Ouais, c'est ça. Ben, c'est magique, le soleil. Pour moi, en tout cas, c'était pas un problème majeur. C'était plus... C'est mon plus bel hiver. Ouais. T'as-tu déjà essayé le contraire? Non. Non, mais je sais que pour moi, ça serait dur. plus dur. Ouais. Ouais. Je fais de l'immunothérapie au mois de novembre ici, fait que... OK. Moi, j'ai le goût de l'essayer. De fucker. Je sors beaucoup la nuit, moi. Ah oui? Ouais, je vais faire mes raids de vélo, je vais marcher le soir. J'attends que le soleil soit couché. Souvent, je sors de jour aussi, là. Mais j'adore l'ambiance nocturne. Mais 24 heures sur 24, ça doit être dur aussi. Sûr. Ouais. Il y a une chose que je t'ai entendu dire que j'aime beaucoup, qui rejoint beaucoup ce que je fais. C'est que tu fais tout ça pour le fun. C'est tous des projets que tu te lances uniquement parce que ça te tente. Y a-tu des choses que tu as à faire qui te tentent moins? Ma comptabilité. OK. Je déteste ma comptabilité. Je veux dire, si tu veux me donner ma pire journée à vie, là, Ouais. tu sais, appelle-moi puis dis-moi que t'es inspecteur de l'impôt. Je vais dire, oh non! Mais bon, avec les années, j'ai réussi à padder, puis tu sais, je me fais aider, puis tu sais, là, on a une routine, puis ça va bien, puis tu sais, mais ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Moi, les papiers, ou tu sais, tout ce qui est mise à jour d'ordinateur, de mots de passe avec une majuscule, 8 caractères, un symbole, puis un pet de dessous de bras. Changer ton mot de passe de Wi-Fi. Sérieux? C'est bien tout ça. C'est nécessaire. C'est correct, ça te fait aimer le reste. Oui. Tu sais, t'as une journée difficile en survie dans le bois. Moi, il la tête, tu te dis, wow, je pourrais être en train de faire mes impôts. Non? C'est drôle, j'aime ça, moi. Ah, OK. Oui. Non, mais c'est mon idole. Je pensais pas que j'allais aimer ça, mais j'aime ça jouer dans mes chiffres, puis pas moi. Faire ma comptabilité, aller chercher mes dépenses, puis je suis bizarre. T'as le droit. Je te juge. Ah, t'as le droit. Non, il y a des choses que j'aime plus, mais étrangement, j'aime ça. Ouais. Mais je peux comprendre. Ouais.
Non, je peux pas comprendre. À regarder ce qu'on n'a pas, on finit par gâcher ce que l'on a. Ouais. C'est bon, ça? Ouais. Ou choisir ou subir. Tu peux pas choisir tout ce qui t'arrive dans la vie, Okay. mais tu peux au moins choisir ta réaction par rapport à ce qui t'arrive. C'est notre première et notre plus grande liberté. Moi, là, toutes mes décisions dans la vie se prennent en fonction d'une chose. Je me pose la question, est-ce que cette décision-là va m'amener plus ou moins de liberté? Si la réponse est oui, plus de liberté, c'est naturel, je vais aller vers ça. Okay. Qu'est-ce qui t'amène plus de liberté? Mon choix de travail, des amis qui sont positifs, qui croient en moi. Un téléphone t'amène de la liberté, il t'envole aussi, mais bon, tu sais, j'ai des enfants. Ça, c'est pas plus de liberté. Mais c'est le plus haut niveau d'amour qu'on peut avoir, la plus grande liberté dans l'amour qu'on peut avoir, c'est avec des enfants. Un amour inconditionnel. Donc, oui, d'une certaine façon. Okay. Fait que, ouais, c'est ce qui stimule mes choix. J'ai l'impression que, puis tu sais, l'humain est comme ça, puis les plus grands philosophes ont passé leur vie à penser à ça, du besoin de l'humain à en vouloir toujours plus. Okay. On en veut plus, toujours plus. Ouais. Puis un fantasme réalisé va en générer un autre, puis un autre, puis un autre. Tu sais. D'ailleurs, il y en a qui disent que les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. On est avide. Ouais. Puis c'est un peu ça l'aventure. Tu sais. L'aventure nous oblige à un certain inconfort qui va nous faire apprécier le confort. Ouais. Le bonheur se trouve dans l'équilibre des contrastes. La faim, la satiété, le froid, le chaud, l'effort, le repos. Oui, on voudrait avoir juste le repos, on voudrait avoir juste la satiété, mais c'est des vagues. Si tu n'as pas l'ombre, tu ne verras pas la lumière. Tu sais. Ouais. On a besoin de ça. Donc, c'est de s'imposer des projets, puis de savoir que oui, c'est des vagues. Oui, c'est tough. Il n'y a aucune réalisation qui s'est faite dans la facilité. Tu sais, ma prochaine expé, je pars, là. Pour moi, c'est que du rêve. Il va faire beau, je vais rouler, il va y avoir des arcs-en-ciel, je vais être en pleine forme, j'aurai pas mal nulle part, mon vélo va bien aller. Mais ça sera pas comme je vais ça manger que ça va se passer. des repas extraordinaires. Hey, je m'imagine faire une journée de vélo, une petite bière avec un burger. Hey! Il va en avoir de ça, mais il y a plein de fois où il va me mouiller sa tête, puis que j'aurais pas fait mon millage, ou que je vais avoir perdu la trail, ou que... Ouais. Fait qu'un te fait apprécier l'autre, puis c'est pas le négatif que tu te rappelles au final. Ouais, puis toutes ces difficultés-là, ça donne de la valeur à la réussite. Il n'y a pas de réalisation dans la facilité. Ouais. Je me souviens, le Japon, quand je l'ai traversé au complet, ça, finalement, le point final, c'est bon. OK, c'est le dernier kilomètre. C'est fini. Il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, je viens d'atteindre quelque chose, mais finalement, c'est comme 2 jours plus tard, je me mettais à regarder toutes les photos. J'avais fait un montage photo de toutes les personnes que j'avais rencontrées, puis c'est là que je me suis comme rappelé, là, wow, tout ce que j'ai traversé d'un point à l'autre, je me suis mis j'ai pleuré. Vois-tu, c'est ça. Ça, tu sais, c'est des étapes, c'est un pas à la fois, c'est... puis tu te bâtis à travers ça, tu bâtis ton estime, tu bâtis ta confiance, puis tout devient plus goûteux après, tu sais. Ouais. Tu as besoin d'un repos, tu digères, puis après ça, tu regardes, tu te dis, bon, c'est quoi le prochain projet? Ouais. L'humain a besoin de défis, a besoin de projets. Les gens qui ont des défis dans la vie, c'est des gens qui sont plus heureux, qui sont plus en santé et qui vivent plus longtemps. C'est pas mal ce qu'on veut de la vie, tu sais. Ouais. Être en santé, plus heureux, vivre plus longtemps, moi, ça me sourit, tu sais. Mais c'est ça. Ça passe par l'idée d'avoir des projets. Ouais. Qui passent par une certaine misère aussi. Qui passent par une certaine... Puis si c'est trop facile, il n'y a pas de fierté. Tu sais quoi, il y a un proverbe chinois qui dit... C'est une malédiction, en fait. Tu vas dire à quelqu'un, puisses-tu réaliser tous tes rêves? En voulant dire... je te souhaite de la facilité. Mais OK. c'est
C'est une malédiction. OK. Peut-être c'est japonais aussi. Je comprenais pas quand il me parlait. J'ai appris une chose avant de partir. J'avais regardé quelques vidéos, puis j'avais essayé d'apprendre un vocabulaire, puis je me disais au final, si je suis capable de paragouiner une couple de mots, il va me répondre en japonais, puis je comprendrais rien. Fait que finalement, la seule chose que j'avais appris, c'était Watashi wa Nihongo ga hanasenai. Oh, OK. Je ne parle pas japonais. Puis au final, je l'avais pratiqué tellement de fois, ça a l'air que je le disais super bien. OK. Puis là, il partait à rire, puis là, il me croyait pas, puis il me parlait en japonais. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Si tu le dis trop bien, il te croit pas. Ouais. Bon. Mais elle m'a marqué, je m'en rappelle encore. Je regardais dans le trip que tu as fait en Amérique du Sud. Tu es parti avec pas assez d'eau. Ouais. À part boire ton eau de pâte, puis ton jus de thon. Tu gères ça comment quand tu pars avec pas assez d'eau? Pas assez d'eau. Pour une section de désert, on est parti avec 4 litres d'eau par personne par jour. Ouais. Fait que nous, on faisait... quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais on faisait le calcul, 3 litres pour s'hydrater, puis 1 litre pour faire la nourriture, puis se laver. OK. Se laver. Bon, c'est pas vrai. On avait des petites serviettes humides, là. 6 aurait été le bon chiffre. Ouais. Fait que, on a juste décidé de passer moins de temps possible dans le désert puis d'avancer plus vite. OK. Mais quand tu avances plus vite, tu dépenses plus d'énergie? Ou pas plus vite, mais plus longtemps. Puis on avait choisi un trajet qui passait par une autre montagne, puis finalement on l'a contourné, puis on a fait le plus facile aussi. Puis au pire, il y a des autos qui passent. OK. Tu avais des plans de secours à en cours de route. Puis Okay. on avait un téléphone satellite, on avait... mais tu sais, quand on est arrivé à Uara, tu rentres dans le village, puis là, il y a un restaurant. Puis dans le restaurant, il y a un frigidaire, mais tu sais, que tu ouvres la porte, tu prends ce que tu veux, tu t'assois, puis tu te sers toi-même, en fait, là. OK. On s'est pris un 2 C'est litres. dans quel pays, ça? Ça, c'est au Chili. OK. Ils font ça. En Bolivie aussi, tu sais, tu rentres dans un restaurant, tu prends ce que tu veux dans le fridge, puis ils regardent, puis ils te chargent, là. J'ai un ami colombien qui m'a fait visiter justement un restaurant colombien à Granby. Puis c'est comme ça que ça marche. Mais c'est bien! Oui, c'est le fun. Fait que, on est arrivé dans le restaurant. On s'est pris, je pense que c'est 3 litres de Coca-Cola, puis après ça, de la bière. OK. Ça fait du bien. On avait soif. Là, on était... Ouais. J'ai remarqué, je sais pas si on est la seule espèce comme ça, mais c'est quand même un gros défaut qu'on a de se rafraîchir en se déshydratant. Je regarde une journée chaude, je peux partir avec mon chien. Ça fait 2 litres d'eau que je bois. Elle doit avoir soif, j'y verse de l'eau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Attends. C'est un système de dispersion de la chaleur qui est extraordinaire. Ouais. L'humain sur Terre, on a cette capacité-là à disperser la chaleur. Fait que, mieux que d'autres? Oui. Ton chien, c'est juste par son nez et sa respiration. Ouais. Fait que si elle tombe en trop de chaleur, ouais. c'est super dangereux parce que le système est limité. T'sais. Ouais. Nous, c'est mieux. Mais oui, ça dépend. C'est dangereux. Ouais, c'est ouais. Je meurs pas de chaud, mais je vais mourir déshydraté. C'est 3 jours d'hydratation. Même en suant? Ça dépend. Là, si tu es dans le désert à 45, peut-être c'est 2 jours. Ouais. Mais il y a des systèmes. Il y a des systèmes qui se mettent en branle après. Là. Ouais. T'as-tu des trucs pour éviter de se déshydrater? Je dirais le meilleur équipement pour une aventure, c'est la condition physique. OK. Si ton système est optimal, ouais. tu peux générer un plus grand déplacement avec moins d'énergie, moins d'eau. OK. Excellent. Les graisses. Le corps humain a la capacité d'emmagasiner les graisses. Ouais. Puis quand tu brûles les graisses, tu génères de l'eau. Ah ouais. Dans les graisses, il y a beaucoup d'eau. OK. Fait que ça, c'est un avantage. Tu manges une coupe de Big Mac avant de partir?
Ouais, mais là, le temps qui se transforme en graisse. Puis tu sais, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Brûler les graisses, il y a quand même c'est pas quelque chose de confortable. C'est pas un processus super confortable, brûler des graisses. Je l'ai fait. T'en es fort, là? J'en ai perdu ça en 1 an, je l'ai fait. Puis? Ben, je te dirais que je portais pas vraiment une attention à ça. J'étais plus concentré sur le résultat qui était agréable. Je devenais de plus en plus en forme, fait que... c'est grisant hein, d'arriver, puis tu vois le gain, là. Puis là, ton estime, ta confiance, tes idées, tes projets, là, tu tombes dans une spirale ascendante, ça, c'est... Oui, c'est... Je te félicite, vraiment, c'est... Merci. Mais oui, c'est sûr que y a un processus de fin, un moment donné, au travers de ça, mais je me souviens juste du côté positif. Hein. Ouais. Le corps humain a la capacité, pas la capacité de reproduire une douleur ou un inconfort physique. On peut reproduire une émotion, mais on ne peut pas reproduire une douleur. Exemple, la femme va accoucher, puis mettons dans le cas de ma femme, si tu demandes la plus belle journée de sa vie, elle va dire « mon accouchement ». Bon, moi j'étais là, c'est faux. mais je comprends, parce qu'en fait, c'est lié, cet événement-là, à une émotion très, très, très positive. Ouais. L'émotion, on est capable de la reproduire. Si je te demande de me compter ta journée la plus heureuse de ta vie, au début, tu vas me dire, il faisait beau, il faisait ci, il faisait ça, puis tu pourrais revivre cette joie-là. Ouais. Puis la même chose pour le moment le pire de ta vie. Mais si je te demande le moment où tu as le plus souffert physiquement, tu ne pourras pas reproduire mentalement cette douleur-là, cet inconfort-là. Ouais. S'il y a de quoi, tu vas avoir lié une émotion à ça. Là, tu vas me parler de l'émotion. Okay. Et de là, l'importance de dissocier les deux, l'émotion puis la douleur. Ce qu'un enfant ne fait pas, tu sais, un enfant pleure, c'est de l'émotion. Ouais. Puis là, c'est possible de dissocier ces deux-là. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Mais donc, on oublie l'inconfort. Fait que quand c'est difficile, quand c'est dur, quand c'est inconfortable, puis que tu sais ça, puis que tu es capable d'aller t'accrocher à une émotion positive, j'ai hâte de réussir, ou quand tu es en équipe, de se compter des jokes, ou de rire, ou de tomber d'un délire quelconque, tout est possible, là, vraiment, tout est possible. Ben, tu peux échapper à ça, puis après, tu vas te remémorer ça comme étant une situation positive. Tu me parles du désert, je le sais que j'étais pas bien, que j'avais soif, puis qu'il ventait, puis que c'était sec. Hey, j'avais l'impression d'être un biscuit sec au soleil. Mais avec Dan puis Jacob, on a eu du plaisir tout le long. Ouais. Puis ça, c'est le problème, tu sais, du film que j'ai fait avec ça. Ce qu'on a Excellent en passant. Merci. Mais ce qu'on a fait, c'était extraordinaire. Ouais. En frais d'effort physique, en frais de réalisation, en frais d'aventure, en frais d'engagement. Ouais. C'est extraordinaire. C'est des choses hallucinantes qu'on a faites. T'sais, des gens qui font la même affaire meurent. Mais nous, on l'a fait en gamin. Puis là, tout au long du film, on a du fun, on rit, on se fait des jokes. Ouais. Puis au final, ma blonde a dit, on n'a pas l'impression que vous avez forcé tant que ça. mais c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça la vie. Bon, fait que, est-ce que je prends ma caméra ou je donne des conférences en disant « c'est difficile ». C'est pas moi, c'est pas mon message. Je suis plus là, je suis plus rendu là. T'sais. Je trouvais ça difficile quand j'avais 25, 30 ans. Puis là, c'est un choix conscient. Puis... Ouais. Mais vous avez surtout eu l'air d'avoir du fun. Oui. Il y a quelque chose qui me passait par la tête tout le long. C'est que vos vélos, on dirait que c'est peut-être juste par rapport à comment on le voit, mais j'ai l'impression qu'il y a comme 2 minutes qu'on vous voit circuler sur le vélo, puis qu'il y en a un autre, 20 qu'on vous voit trimballer les vélos. Ça n'aurait pas été mieux de le faire à pied. Non, mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est les bouts, tout ce on porte le vélo sur notre dos, on escalade une montagne, c'est bien plus long dans le film, mais c'était bien plus intense.
Ben oui. Quand tu roules 8 heures sur une route pavée, tu sais, j'en ai mis des images, mais c'est une route pavée. Il n'y a rien d'intéressant à montrer. C'est un peu ça, tu sais, la vie. Quand tu es sur le cruise control de la routine, Ouais. tu es habitué à quelque chose, ça roule. Mais si je te demande les moments les plus intenses de ta vie, tu me compteras pas les moments où tu étais dans ta routine. Non. Tu vas me compter l'achat de ta nouvelle maison. Tu vas me compter le voyage que tu as fait. Ouais. Tu vas me compter tout ce qui sortait de cette routine-là. Ouais. On a besoin d'une routine, mais tu sais, ce qui a de la saveur, c'est pas la routine. Tu sais, où il y a une partie de la routine qui est. Fait que c'est ça. Faut briser ça un peu des fois. Ah oui. En tout cas, moi, c'est ma mission, c'est mon message, c'est de dire brisez votre routine. Oser l'aventure. Ah oui? Ouais. Oui, puis une fois que tu as décidé de le faire, ben c'est une décision, fait que. T'es dedans. Vas-y, pleure! C'est difficile, hein? Ok, là, t'as le choix. Tu te mets en petite boule, puis tu pleures, ça change rien. Puis c'est tough, ça va être tough. Puis Ouais. ça peut être le pire moment de ta vie. Ou tu prends ton courage, puis tu te mets en proaction, puis tu passes à travers, puis dans une couple de semaines, ben, tu vas dire que j'ai trouvé ça tough, puis je pensais que je ne réussirais pas. Ah oui. Quand tu te lances dans une aventure, tu penses-tu à tout ce qui pourrait arriver? Ben, on n'a pas le choix dû au fait qu'on fait un plan de mesure d'urgence. OK. Fait qu'on imagine les pires scénarios. OK. Euh, Il y a beaucoup d'organisation. Oui, il y a beaucoup d'organisations. Il y a de Derrière l'expérience qui rentre en ligne de compte. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, ça, je fais ça avec ma femme. Là. Elle est excellente pour imaginer les pires scénarios. OK. Fait que je dis, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis là, elle me sort un paquet de. Puis là, moi, je trouve des solutions. Puis ouais, ça fait partie du travail d'imaginer le pire. OK. Puis des fois aussi, tu sais. Ça te fait-tu un frein un moment donné? Ben, tu sais, oui, si le risque est trop grand, on peut faire comme, bon, OK, moi, ça, je le fais pas. Tu calcules. Ouais. C'est comme j'ai jamais fait de base jump dans ma vie, je suis sûr que je pourrais être un excellent base jumper. Tu sais, sauter d'une Ouais. falaise ou d'une tour ou de, je sais pas, de montgolfière. Ouais. Je suis sûr que pour moi, c'est facile. Mais, t'as une sécurité. Ouais. Un parachute. S'il ouvre pas, c'est fini. Ouais. Tu repartiras ça sur un autre nom, d'une autre vie, si tu y crois, tu sais. Ouais. Ça, vu que je suis père de famille, puis qu'il Ouais. qu'il y a des gens qui tiennent à moi. T'as jamais fait de parachute? Jamais. Ok. Ben, j'ai fait du parachute. OK. Mais avec 2 parachutes. OK. Mais j'ai pas fait de base jump où il y a un parachute, puis que s'il ouvre pas dans les 200 premiers pieds, t'es mort. OK. Ben, puis tu sais, j'ai un ami qui en fait encore. Ouais. Ça fait 40-50 ans, puis il est pas mort. Mais lui, si tu lui demandes, lui, il y a plusieurs amis qui sont morts. Ouais. Je l'ai fait une fois en avion. C'est le fun. C'est dans le temps que tu te tenais après l'aile, puis que tu lâchais, ou fallait que tu sautes? Non, on a sauté. Hey, mais ça, c'est un sentiment. Vu que je sautais en tandem, je pense qu'il était obligé de me monter le plus haut possible. Ok, t'as fait le tandem chute libre pendant super longtemps, là? Ouais. Ah, nice. Ah ouais. Mais tu vois, je m'embarque là-dedans. Puis je pense à rien. Puis c'est une fois que t'es sur le fait que il y avait d'autres personnes qui, là, ils sautaient en solo, puis ils sautaient comme plus bas, ça coûte moins cher. Hein. Puis là, moi, je suis assis dans le fond de l'avion, puis là, je les vois. C'est vraiment épais ce que je m'en vais faire. C'est vraiment épais. Puis finalement, une fois que tu te lances, t'as comme. T'as un gros moment de peur avant, puis on dirait qu'une seconde après que tu te sois lancé, ben finalement, c'est juste le fun. Ben, quand il y a une déconnexion qui se fait, que tu es obligé de faire, en fait. Ouais. T'es pas capable de connecter. Ça ne fit pas dans ton cerveau de dire « je vais sauter d'un avion ». Non. Mais quand tu as fait tes devoirs, tu te dis, bon, OK, il y a du monde qui l'ont déjà fait, c'est sécuritaire, je sais comment réagir dans telle si. À un moment donné, tu n'as pas le choix de faire le saut. Et puis, ce qui est important à savoir au niveau de la psychologie, là, le gain de confiance vient après le geste de confiance. Tu ne peux pas gagner la confiance
tant que tu n'as pas fait le geste de confiance. Ouais. Là, il était de sauter. C'est quoi le truc quand tu as peur de quelque chose? Tu le fais? Faire comme si tu n'avais pas peur. Non, mais c'est... Ouais. c'est- La confiance va venir. Tu sais, t'es sur le bord du Cap de Roche, tu sais qu'il y a plein de monde qui l'ont fait, la hauteur est raisonnable, Ouais. t'es à l'aise avec qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Vas-y. Tu peux rester 1 heure. Ouais. Ça change rien. La deuxième fois va être plus facile. Fait que tu sautes, t'as peur, puis là t'arrives dans l'eau, tu fais comme Ah, malade! Ouais! On l'a fait! C'est ça. Ouais. Le bungee. Le bungee, lui, était pire. Parce que t'as le... Là, il y a un déclic qui se fait dans le cerveau. Parce que tu vois le sol qui s'en vient, puis l'impact, avant de sauter, tu le sais, il y a une corde qui va t'arrêter. Mais c'est trop proche, il y a un déclic qui se fait, c'est comme ça, je meurs dans 1 seconde et demie. J'ai jamais fait. C'est capoté. J'étais en Nouvelle-Zélande, puis là, j'avais le choix soit le bungee ou soit le jet boat. Puis j'ai choisi le jet boat. Fait qu'il reste le bungee. Je te le recommande. Ah, c'est sûr, je vais le faire. C'est capoté. C'est sûr, c'est sûr. C'est un déclic que j'ai crié comme une petite fille. C'est sûr, c'est sûr. Ah, il y a un déclic de fou. Probablement que le deuxième n'est pas aussi intense. Juste en parler. Mais tu vois, là, il y a un canal qui se crée. Là, tu vois juste c'était une rivière qu'il y avait en bas. Là, une rivière avec des roches. Où ça? C'était dans l'ouest, à Squamish. À Squamish. Fait que, tu sais, Ouais. parce qu'ici au Québec, il n'y a pas grand-chose de très haut, là, mais Non. en Nouvelle-Zélande, il y en a. À Squamish, Ouais. ça doit être assez haut. Ouais. Yeah. Oui. Je pense que c'est le plus haut pays. Mais je suis pas sûr, mais c'est. Oui, c'était assez haut. Je le Comme croirais. sur un vieux pont là, qui a autrefois servi à quelque chose. Là, puis, non, c'était. Ouais. Tu vois, le saut en avion, je l'ai fait 1 ou 2 jours plus tard, puis c'était vraiment moins intense. OK. Ouais. Tu te ramasses dans le ciel, là, tu descends, puis c'est. Mais c'est zen. relax. Ça, c'est zen. Oui, c'est zen. Ouais. Le moment d'accélération, que tu sens tout le G qui te rentre dedans, là, oui, il y a une montée d'adrénaline, mais après ça, c'est zen. Tu descends à une vitesse, tu vas descendre à des centaines de kilomètres/heure, je sais pas. Ils ventent, parce qu'ils ventent. Hey, moi, le parachute, je l'ai fait dans le temps que tu te tenais après l'aile de l'avion. Tu sortais, tu te tenais en dessous de l'auban de l'aile, Ouais. les pieds dans le vent. Puis là, ton instructeur, il disait « OK, vas-y! » Fait que moi, je sors, je me tiens après l'aile, puis j'étais « Oh, man! » Tu sais, c'est vraiment le bout le plus hot. Tu te tiens après l'aile, les pieds dans le vent. Il dit « Vas-y! » Ouais, OK. Je dis « Non, laisse-moi là, je veux faire. Laisse-moi 5 minutes, juste 5 minutes. » Mais tu disais que tu n'avais jamais fait de base jump. Base jump, ça veut dire que tu es plus bas. Base jump, T'as c'est un impact plus imminent. sauter d'une structure fixe. OK. Un cap de roche, une tour, OK. un édifice. Ouais. Fait que là, c'est ça. T'as une très faible marge d'erreur. Ouais. OK. En avion, c'est correct. Ben, en avion, t'as plus de marge, puis Ouais. t'as 2 parachutes. Ben, si les deux ne marchent pas, tu es plus haut. Ben, Ça change pas grand-chose. Ça change tu sais, le pourcentage est quand même... Tu as le temps de te faire à l'idée avant d'arriver en bas. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Tu te mets en boule. Tu ferais une bombe. T'as-tu vu, il y en a un qui a sauté sans parachute? Ouais, un grand filet. Là. Ouais. Ouais. Ça, c'est complètement fou. Ça, c'est-tu prendre des risques ou risquer sa vie? Je pense que c'était bien calculé. Ouais. Ouais. Oh, ouais. Fait que c'était prendre un risque? Ben, tu sais, on parle d'une personne qui est professionnelle là-dedans. Ouais. Fait que c'est difficile pour moi de juger, mais tu sais, je pense que son plan s'est déroulé exactement comme il voulait. Puis quand tu le vois atterrir, tu te dis, bah, Ouais, il connaît ça. Ah ouais, pas pire. ouais, puis après ça, tu sais. Hein? L'idée, dans mon cas, c'est d'éloigner les risques objectifs. Ça, c'est les risques qui ne viennent pas de toi. En auto, ta façon que tu conduis, ça vient de toi, c'est tes risques à toi. C'est tes aptitudes, c'est ton expérience. Les autres voitures, ça dépend pas de toi. Ouais. Qu'une personne fasse une crise du cœur en roulant puis qu'elle dévie dans ta voie,
Ben, c'est la même chose qu'une avalanche en montagne. Tu beau être le meilleur alpiniste au monde, s'il y a une avalanche qui se déclenche puis tu es dans son chemin, ben. Ouais. Fait que l'idée, c'est de se tenir le plus possible loin des risques objectifs. En montagne, il y en a beaucoup. Il y a des risques objectifs. Sur la route, il y en a beaucoup. En vélo, moi, le vélo sur la route, ça fait partie des choses les plus dangereuses que je fais. OK. Ouais. À cause du trafic? Ouais. Ouais. Les autres qui passent à côté de toi, eux autres, ils n'ont jamais fait de vélo. Fait que... C'est correct, j'ai laissé 2 pieds. Oui. Ouais, après ça, t'as peur de toutes les autres que t'entends arriver. Hein? Ouais. As-tu des pays où est-ce que c'était pire que d'autres? J'ai vécu des situations dans certains pays. J'ai beaucoup voyagé en Amérique latine. Ouais, au Guatemala, j'ai senti plus de violence. OK. En Bolivie, on est allé des endroits très, très creux, des endroits dangereux. Les Boliviens ne sont pas un peuple violent. Ils ne sont pas violents, ils sont gênés, ils sont pauvres. Oui, tu peux te faire voler, mais te faire agresser. Là, je parle de la Bolivie parce que c'est un voyage récent. Je ne connais pas les gens de tous les pays. Je vois des injustices, par exemple en Afghanistan, je me dis, oups, quel genre de peuple c'est. Ouais. Je serais curieux. À date, partout où je suis allé sur Terre, les gens sont aimables. Je me retrouve à travers. Mais j'ai peur des fois de certaines politiques, religions. Je me dis, oups, ils pensent-tu comme nous autres? Ouais. Bon, on a peur de ce qu'on connaît pas. Ouais. Puis au final, de ce que j'entends souvent, même dans les pays où est-ce qu'on peut avoir la pire idée, finalement, ben, les gens sont comme nous. Puis, Ben, partout où je suis allé sur Terre, moi, j'ai rencontré des gens aimables. ouais. Certains pays plus que d'autres. J'ai une amie qui habitait dans des familles. Elle habitait dans sa vie dans 140 familles ou 150 familles, ou peut-être maintenant 160, je ne sais pas. Dernière fois, c'est 140. Pendant quelques semaines à plusieurs mois, elle en a fait de sa vie. Puis elle, ce qu'elle disait, ce qui est dramatique, c'est pas la pauvreté. Ce qui est dramatique, c'est la misère. Ah. Puis elle dit, la misère, j'en ai vu dans toutes les couches de la société, dans tous les pays. OK. Des gens qui savent pas comment aimer ou qui aiment trop, ou ça. C'est peut-être plus ça le problème. Ouais. C'est quoi la fois que tu as eu plus le peur de mourir? J'ai eu une grosse frousse en Antarctique quand j'ai perdu mon traîneau. Ah oui? Ouais, un blizzard, mon cerf-volant m'a décollé de la terre, la corde entre mon traîneau, puis moi, c'est cassé. Puis là, je l'ai perdu pendant 15 minutes. Là, c'est que tu vois pas... Ben, il était à quelques centaines de mètres. C'est juste que je suis revenu sur mes pas. C'était dans le blizzard. Mon nouveau traîneau était blanc. Puis là, oui, tu sais, à un moment donné, là, j'ai senti l'émotion. Là. OK, je suis tout seul. J'ai plus mon réchaud, j'ai plus ma tente, j'ai plus de ma nourriture. Je suis à des centaines de kilomètres de l'être humain plus proche. Puis après ça, ben, je savais qu'à ce moment-là, il fallait que je quitte l'émotion pour tomber dans la logique. Ouais. Et parce que c'est la logique qui allait me sauver. Puis j'ai repris le chemin de dire, OK, tu t'es entraîné à ça, tu sais ce que tu as à faire, vas-y une étape à la fois. Tu te remets en confiance. Ouais. Ben là, il faut que tu tombes mécanique, mathématique. C'est le côté logique. Ouais. D'ailleurs, une façon de casser là, l'émotion puis la logique, c'est que le cerveau est logique et créatif, mettons, émotionnel. Puis les deux hémisphères ne travaillent pas bien les deux en même temps. On peut être plus créatif, plus logique. Il faut qu'il y ait un hémisphère qui domine. Fait que si tu te mets à faire des mathématiques, tu peux pas faire ça avec l'émotion. OK. Fait que juste faire des mathématiques te permet je vais multiplier 2 fois 2 à l'infini. Genre. Oui, tu peux faire ça. Tu es en colère, tu veux quitter ta colère. Ouais. 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. 8, 16, 32, 62. Puis là, inévitablement, je fais ça avec mes enfants. Ils tombent, ils se font mal.
Tu regardes le bobo, quand c'est pas cassé puis que le sang jette pas, tu te dis, bon, OK. 2 plus 2. Pourquoi tu me dis ça? Réponds. 4. Puis 4 plus 4. Puis tu sais, c'est pas long que, OK, je suis obligé de laisser tomber ma crise, mes pleurs, mon émotion pour faire des calculs. Puis après ça, je dis, bon, OK, c'est correct. Mais pourquoi tu m'as fait faire ça? Ben, tu pleures-tu encore? Non. Voilà. Voilà. Oui. C'est un petit tour de magie. Ah, c'est bon. Mm. Je vais y penser la prochaine fois. Mm. Excellent. Pour sortir de l'émotion, faire des mathématiques. Ouais. Puis après ça, ton traîneau, tu le retrouves, j'imagine, orange sur blanc. Non, mais Ok. le nouveau traîneau, il était blanc-blanc. Ah, Il y avait juste des lettres, c'est écrit Mobistar dessus. C'était Ok. un aventurier qui me l'avait prêté parce que le mien il avait explosé. Puis Ok. toute une aventure. Mais fait que oui, j'ai fini par le retrouver. Tu sais, ça a été assez simple. Puis il était pas loin. OK. C'est juste le feeling, la peur. Ouais. Après ça, peur. J'ai eu très très peur en Amérique du Sud quand mes 2 coéquipiers se sont engouffrés dans un rapide qui menait d'un canyon. Puis que là, j'avais pas de nouvelles. Puis ça faisait 15 minutes. Puis je courais sur le bord à siffler puis à essayer de les trouver. Ouais. Ben, comme toi, j'imagine un canyon au bout, il peut y avoir une chute, un rapide infranchissable. Ouais. Là, j'ai vraiment pas trippé. Puis surtout que c'était un événement où est-ce que moi, j'avais pas de pouvoir. Ouais. J'étais spectateur de quelque chose qui se passait à d'autres. C'est ça qui est difficile, en fait. Là. C'est quand t'as pas le contrôle. Ouais. Là, t'as plus de nouvelles. Ouais. Là, tu te mets juste à penser au pire. Ben là, tu t'imagines raconter à la femme à Jacob qu'est-ce qui s'est passé avant que tu le vois pour la dernière fois. Ouais. Là, tu te sens cave d'être allé jusque-là, d'avoir eu l'idée de faire ça. Ouais. Puis là, tu te mets à faire des mathématiques. Non, rendu là, je trouvais que les mathématiques étaient tellement loin. Là, je ne trippais pas partout. Là, c'était comme état d'urgence. Ouais. Puis faire un raft comme ça pour transporter des vélos avec des tripes de... C'était-tu des tripes de vélo? Des camions, Des tripes de camion. Ben- Ça, c'était une idée improvisée? c'est un beau trip. Oui, c'est un beau trip. Oui. Non, mais ça, c'est le rêve du gamin. Descendre une rivière inconnue dans la jungle Ouais. avec un radeau fabriqué de fortune. Ouais. Je veux dire, on est dans le Tom Sawyer, on est dans l'aventure extraordinaire. Moi, wow! Le trip, là! Ah! Tu sais, cette rivière-là, c'est une source de l'Amazon. C'était pas cartographié. Il n'y a pas de route sur 100 quelques kilomètres. Ben, enfin, on avait 400 kilomètres à faire, mais bon. Ouais. Puis là, tu arrives là, forêt vierge. Tu sais, t'as-tu déjà vu ça, toi, des perroquets dans la nature? Non. Bon, là, il y a un arbre, il y a comme plein de perroquets. Puis l'autre arbre, c'est pas un arbre, c'est un cactus, il y a 50 pieds de haut, tu sais, gros cactus. Puis lui, il est plein de condors. Ah, ouais. Là, tu fais comme, OK. Puis là, il y a les montagnes, puis les rapides, puis... Moi, j'hallucinais. Sérieux, tu sais, moi, c'est pour ça que je fais ça. Voir des paysages, tu sais, j'en ai vu des choses sur Terre, là, mais voir des choses qui me font décrocher, Ouais. qui me font pleurer tellement c'est beau, des choses que, tu sais, c'est impossible de raconter à quel point c'est extraordinaire. Ouais, ça, n'importe quand. T'as des étoiles dans les yeux pendant que tu le dis. Ouais, mais, tu sais, hey, oh, il y a des endroits, on est sur une planète extraordinaire. Ouais. Puis il y a des endroits qui n'ont pas été touchés par l'humain. J'aurais aimé être 100 ans plus tôt, 200 ans plus tôt. Tu sais, les premiers qui ont descendu le Grand Canyon. J'arrive du Grand Canyon, j'ai fait ça il y a 6 mois. OK. C'est capoté. Le Grand Canyon est Ouais. un endroit extraordinaire, Ouais. hallucinant, fou raide. Ouais. T'es descendu dedans? Ouais, on a fait 21 jours de descente dans le Grand Canyon. Oh, wow. Tu couches sur des plages, l'eau est verte, transparente. Tu vois des formations de roches. T'as un mur, il y a 1 kilomètre de haut à côté. Des grottes.
Puis c'est bien parce que les Américains ont réussi à préserver ça. Ouais. Ouais. Ils sont bons quand même pour ça. Ils sont forts. Ouais. Je trouve en me déplaçant aux États-Unis, on peut leur reprocher bien des choses, là, mais je trouve qu'ils sont très bons pour conserver le côté naturel. Oui, puis il y a une politique d'utilisateur. Tu sais, ici, j'ai l'impression qu'on a une politique de garde. On t'a fait un petit enclos, là. Ça, c'est le belvédère. Ouais. Fait que voilà, prends ta photo, puis c'est ça. Ouais. Plus, tu sais, on cherche à... Ça, c'est ton espace. T'as pas le droit d'aller plus loin. Ouais. Moi, j'aime quand on nous fait confiance puis qu'on dit « OK, garde, tu peux y aller. Ça va être beau, ça va être extraordinaire. Fais attention, là, il y a des grizzlies. Fais attention, là. Voici les équipements que tu dois avoir avec toi pour te protéger. Pour protéger ta nourriture. Parce qu'on veut, c'est que tu te fasses pas voler ta nourriture par des animaux puis qu'ils deviennent comme invasifs par rapport à ça. Ouais. Voici comment tu dois installer ton campement pour laisser aucune trace. T'sais, on te prend par la main puis on écoute la vidéo, là, puis c'est de même que ça se passe. OK. Moi, j'aime ça. C'est cool. Les grizzlies, je t'ai entendu dire qu'on avait 2 fois plus de chances d'être foudroyé que d'être attaqué par un ours. Ouais. Ça, c'est ce que tu essaies de te convaincre quand tu es sur une plage avec 2 grizzlies? Ou mais les grizzlies, c'est pas un problème. Si tu vas au Yukon, il y en a plein, tu sais. Les gens se promènent avec du poivre de Cayenne, mais ils n'ont pas peur des grizzlies. Tu sais, nous, ici, on a peur des ours, puis les grizzlies, c'est 2 fois plus gros qu'un ours noir, mettons. C'est juste dans connaître le comportement de l'ours, savoir garder ses distances, se faire entendre. C'est quoi la bête qui s'est le plus attaquée à l'humain au Québec? L'écureuil? Oui. Tu sais, dans le fond, un écureuil, là. À toi puis moi. Un écureuil, c'est un rat qui a un diplôme de marketing. Hein? Oui. J'avais demandé justement quand j'étais monté à Radisson à un local par rapport aux ours, puis ça qu'il me disait, il dit la bébite dangereuse ici, c'est nous. Mm-hmm. Et plus peur de l'humain. Oui. Et plus peur du gars en pick-up qui roule en fou dans le chemin puis qui va faucher ta tante que l'ours. Fait que c'est une peur irrationnelle d'avoir peur de... Ben, il reste que, tu sais, si c'était un ours qui s'est habitué à l'humain, puis que lui, il a toujours fait la relation de quand moi j'arrive, humain s'en va, nourriture reste. Bon. Si lui il arrive puis que toi tu as décidé que tu restais pas, que tu te sauvais pas puis que tu laissais pas de nourriture, ça se peut qu'il se fâche puis qu'il dise « Oh, attends une minute là, c'est pas de même ça marche ça. » Puis oui, tu sais, après ça, il y a des accidents dans la forêt. Un ours qui peut se sentir agressé puis qui va attaquer. Il y a la rage. Tu sais, j'ai un ami, il est arrivé dans un campement dans le nord. Il est en train de se faire à manger sur le poêle. Puis à un moment donné, il y a un renard. Hey, il fonce dans la fenêtre puis il gratte dans la fenêtre. Le renard, il veut le manger. Sérieux, là? C'est le renard. Tu sais, film d'horreur, là? Ouais. Le renard qui... il a probablement la rage, mais tu sais, tu fais quoi après? Lui, il a ouvert la porte, il a pitché un steak, puis il attendait avec son gun. Le renard s'est pas pointé, là, c'est pire, tu sais. Ah ouais? Non, mais c'est ça. Mais ça arrive. Puis tu sais, la forêt, nous, on fonctionne beaucoup avec les yeux, mais la forêt, c'est les odeurs qui priment. Comment tu gères tes odeurs de nourriture, puis toutes tes odeurs, puis qu'est-ce que tu fais avec ton urine? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu marques ton territoire. OK. Il faut que tu domines, faut que tu... Puis tu sais... OK, fait que tu pisses partout. Ouais. OK. Les animaux font quoi quand ils s'approprient un territoire? Ils pissent. Ils se font sentir. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait qu'on peut faire ça, nous autres, marquer le territoire. Moi, je fais ça. OK. Juge-moi pas, là. Mais... Fait que quand on arrive à la plage puis qu'on dort ici, on... Ah, mais quand t'es plusieurs, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu sais, les odeurs, on a des odeurs, là, tu sais, je veux dire, les animaux, ils... Mais
Tu vas disperser ton pipi à quelques endroits? Ouais. Ah oui? Un petit pipi de ce bord-là, puis le prochain va être de ce bord-là. OK. Puis, Là, t'indiques ça, c'est à moi. ouais, puis le renard, il est fantastique. Si t'es sur ton territoire, il aimera pas ça. OK. Il va venir chier sur ton traîneau si t'es en expédition hivernale, sur ton sac à dos, il va voler ta bouffe. Tu sais, il y a toute une game, là, tu sais, les odeurs, Ah ouais? puis tu sais, il y a des layers, il y a les mammifères, il y a les oiseaux, il y a les mouches, tu sais, il y a tous les insectes, les fourmis, tout le monde a sa place, là. Ouais. Si on revient au... tu te fais déposer au nord du 52e parallèle, en hydravion, avec à peu près rien, pas de bouffe, pas d'eau. T'avais quoi comme outil? T'avais un packraft? J'avais l'équivalent de stock qui rentrait dans une gourde d'1 litre. Donc, couteau, c'est briquet, quoi? sifflet. Ok. J'avais une tête de hache, mais juste la tête. Je me suis fait un manche en cours de route. Un peu de broche, un peu de corde, un peu de colle. Des hameçons, des affaires pour pêcher un peu. Ok. Puis un packraft, un petit bateau gonflable. Ouais. La première journée, tu tombes en mode survie. C'est quoi les premières étapes? Parce que là, ton but, c'est de retourner à la civilisation. On commence par quoi? Dans le nord du Québec, au 52e parallèle, les routes sont toutes dans le sud. Donc, c'est sûr qu'il faut que j'aille vers le sud. Ouais. C'est mon point de sortie, c'est vers le sud, c'est sûr, sûr, sûr. Ouais. Puis là, tu te repères avec une... Parce que tu es déposé, les yeux bandés, tu n'as aucune idée de où est-ce que tu pars, à part le 52e parallèle. À part le 52e parallèle, mais là, je vois qu'il y a des montagnes, je reconnais le genre de végétation où est-ce que je suis très haut, parce qu'en fait, c'était 52e, mais tu sais, c'était réparti, il y avait comme 8 endroits possibles, puis ça a été tiré au sort. OK. Je savais que, mettons, 3 ou 4 de ces endroits-là, je pouvais voir les Montiches, les montagnes dans le nord. OK. Puis là, je me fais déposer, puis je vois qu'il y a des montagnes, fait que je me dis, bon, ça doit être les Montiches. Fait que je vais vers les Montiches pour prendre une rivière qui descend vers le sud. T'as pas de carte non plus. J'ai pas de carte, c'est tout à l'instinct. Puis là, mais tu sais, j'imagine que c'est les Montiches. Fait que je me rends à une rivière, puis là, je descends cette rivière-là qui va vers le sud, mais qui vire vers l'ouest. Bon, le problème, c'est que si je suis une rivière qui va vers l'ouest, puis que je vais trop loin vers l'ouest, Ouais. là, je tombe dans le système de rivières et de lacs qui mène à la baie James. Ça, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est un labyrinthe de lacs et de rivières. C'est pas une rivière avec un lac, puis une rivière, tu sais. OK. Tu peux arriver d'un lac qui a plein de baies, puis en fait, la sortie est complètement à droite, puis juste suivre les baies de ce lac-là, ça va faire 100 km. Tu sais, là, c'est un labyrinthe. OK. Fait qu'il faut que je réussisse à prendre des rivières qui vont vers le sud parce qu'ils sont plus pentus, puis ils sont plus directs. Puis ils vont vers le sud, donc les routes, donc les habitations. Fait que là, je suis cette rivière-là pendant 2 jours en me disant, là, si ça continue comme ça, je m'en vais trop vers l'ouest, c'est dangereux. Il faut que j'aille vers le sud. Fait que je me suis donné une journée supplémentaire. Je me suis dit, si je finis cette journée-là puis je vais encore vers l'ouest, c'est pas bon. Il faut que je descende vers le sud. Puis à la fin de la journée, elle vire vers le sud. Puis là, je passe à travers 2 montagnes. OK. C'était comme Là, tu reconnais? une porte vers le sud. Je me suis pas reconnu, OK. mais là, ça voulait dire, OK, t'es pas dans le système, puis dans le bassin versant de la baie James, puis là, tu t'en vas vers le sud. Après ça, ça devient comme une expédition d'endurance. Tu avances le plus que tu es capable. L'idée, c'est pas d'avancer puis de combler ta faim. L'idée, c'est d'avancer tout simplement. Sans nourriture, on peut vivre pendant 3 semaines. Je pêchais, mais là, il mouillait à tous les jours. Fait que l'eau était haute, l'eau était brouillée, la pêche était pas bonne. Fait que c'est au 3e jour que j'ai pogné un peu de poisson. J'ai posé un collet. J'ai pogné un lièvre. Tu pêches? Ouais. J'ai posé un collet, j'ai pogné un lièvre durant ma nuit, mais il y a un loup qui me l'a volé. Chien. Puis là, mais tu sais, tu t'avances comme ça. Puis là, un moment donné, je suis arrivé d'un chalet. Ils sont débarrés dans le nord, ils sont débarrés à cet endroit-là. Là, tu sais, si tu te rends là, t'es pas un voleur, t'es soit arrivé en avion, soit, tu sais, fait qu'ils débarrent les portes. Fait que je rentre dans le chalet, j'ouvre les armoires.
Et là, il y a un paquet de biscuits triple chocolat. Une demi-heure plus tard, il n'y avait plus de biscuits. Hey, le bonheur, toi! Je me suis couché dans un lit, j'ai fait une sieste. Ça faisait 3 nuits que je dormais en dessous de la pluie, dehors, aux frettes, à grelotter, sur le bord de mon feu de camp. Pas de tente, pas de matelas de sol, pas de sleeping. Tu sais, c'est des nuits de merde. Ouais. T'apprécies le confort de la maison après. Oui. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, j'avais accompli une partie de ma mission. Puis là, dans le chalet, il y avait une carte. Fait que je savais où ce que j'étais. Fait que tu sais, j'améliorais mon sort. Ouais. Fait que ça a pris 12 jours. 12 jours avant de sortir. Méchant trip. J'ai perdu 10 livres. T'as pas mangé souvent. Ah, j'ai mangé, à part mon paquet de biscuits. Hein. Ouais? Un poisson. Ah, j'ai mangé un écureuil. J'ai pêché quelques truites. Ça goûte quoi, l'écureuil? C'est un peu comme entre mettons, le chinchilla puis le perroquet. J'ai pas mangé ça non plus. Ben, tu sais, c'est très fibreux, hein. Un écureuil, c'est... Tu dépasses ça, c'est fibreux. Il n'y a pas de graisse sur un écureuil, non. sérieux. Pas beaucoup de viande non plus. Wow. Ça bouche un coin. Un petit quoi. Ouais. Au bleuet. J'avais des bleuets. Oh. Dans des bleuets. Non, pas dans l'écureuil, mais... Oui, non, mais t'avais des bleuets ouais, qui poussaient dans le coin. Ouais, c'était au mois d'août. OK. Puis quand tu trouves rien à manger par la chasse, comment tu reconnais ce que tu peux manger? Faut pas s'aventurer à manger des choses que tu connais pas. Ouais. T'as-tu déjà mangé quelque chose que t'as regretté? Sûrement. J'ai mangé de la crotte de lapin. De lièvre, en fait. Ah oui? Ça, tu l'as regretté? Bon, en fait, c'était juste pour goûter parce qu'on me disait que c'était bon pour la survie. Puis en fait, c'est faux. Ah ouais? C'est- OK. Non, c'est faux. OK. Faut pas manger de crotte. Faut pas manger de crotte. Tu sais, tu vois ça à la TV, ils mangent de la crotte Dis-le, d'éléphant. Faut pas manger de Faut crotte. pas manger de crotte. Ça, c'est non. Tu manges pas de crotte. C'est niaiseux de manger des crottes. Mais moi, je l'ai mangé parce qu'on me disait que je voulais le tester. Je l'ai fait. Regarde. Hein? Testeur de limite. Ouais. Puis, mais non, ça, c'est non. OK, ça c'est non. C'est ce que je pensais. Je t'écoutais parler l'autre fois avec tes bouteilles Nalgène. Moi, une bouteille Nalgène, c'est transporter de l'eau, puis m'hydrater, puis au pire, je vais regarder un repas au froid. Mais toi, tu fais sécher tes bas avec ça, Ouais. puis tu te tiens au chaud la nuit. Ouais. Ça vient comment, ces idées-là? Ben, il y a sûrement des idées qui m'ont été données par des amis. Sécher, chauffer ton sleeping, ça, c'est un ami. Peut-être d'un scout, j'ai appris ça. Mais tu sais, moins tu as d'équipement, plus tu es léger, plus tu es rapide. Ouais. Donc, c'est d'aller chercher le maximum de ce que tu as comme équipement. Donc, puis de doubler l'utilité de certaines pièces d'équipement. Donc, la gourde, ben, ça devient une bouillotte, ça devient pour transporter des équipements, pour garder quelque chose d'étanche. J'utilise, oui, l'analgène, mais j'utilise aussi une gourde de métal qui me permet de faire bouillir de l'eau dans un feu, de remplacer ma casserole si jamais elle se brise. En Antarctique, ça bougeait beaucoup. Puis fait que c'était mon chaudron de secours. Ça me permet de sécher mes chaussettes. Ça me permet de... Ça, tu fais juste mettre tes chaussettes autour, puis... Ça sèche, oui. Ben, avec l'eau bouillante, là, ça devient chaud. Puis là, tu vois la vapeur sortir. Ah oui. Surtout la gourde de métal. En plastique, c'est moins, ça diffuse moins la chaleur, mais en métal, elle devient chaude. OK. Après ça... C'est fou, j'aurais jamais pensé. Oh, puis tu sais, mon piolet, ça devient mon manche de pelle. Ouais. C'était mon trépied pour ma caméra. C'était mon poteau de tente. C'était, tu sais... Fait que là... J'ai vu que tu coupais même ton bout de brosse à dents. Ouais. Tu coupes ta brosse à dents en deux. Oui, puis dans ma dernière expé au Mont Logan, j'ai coupé mon manche de brosse à dents pour qu'il soit plus léger. Puis là, je me suis rendu compte que c'était trop court. Ouais. J'étais pas capable de brosser mes dents en arrière. Fait que là, j'ai pris le tape que je garde toujours sur ma gourde dans le gel.
Fait que là, j'ai enlevé un peu de tape, puis j'ai tapé ma brosse à dents, en fait, il restait plus de manche, Ouais. sur ma cuillère. Fait que là, je pouvais manger d'un côté, puis après ça, je la virais, puis je me brossais les dents. Ça, c'est rendu de la coupure de poids assez intense. Ben, assez intense. Quand on a traversé les monts Grou d'est en ouest, ça, c'est une traversée inhabituelle, on avait 5 kilos d'équipement de plus pesant que quand on est allé au Mont Logan. Okay. Entre les préparatifs puis l'expé, 5 kilos. 5 kilos sur le plat, c'est pas si pire. 5 kilos en montant, c'est beaucoup. 5 kilos en escalade de glace sur une paroi verticale à 4700 mètres d'altitude, c'est énorme. Ah oui. À ce moment-là, là, avec mes mitaines, des piolets sur une paroi de glace, juste 2 vis. Hop, ça c'est... Prochaine batterie. Au Mont Logan en montant, avec les piolets. Oui. Quand tu es sur une paroi verticale, avec les piolets, à 4700 mètres d'altitude, le 5 kg, tu es hyper content de ne pas l'avoir. Ouais. Puis en fait, ça fait la différence entre la réussite et l'échec d'une expédition. Le Mont Saint-Élias, c'est la deuxième plus haute montagne au Canada et aux États-Unis. On a fait l'ascension en 48 heures. En fait, monter et descendre. Ouais. Mais ça, c'est 3,5 km. Là, c'est de la... de dénivelé. Ouais. En 48 heures. C'est énorme. C'est extraordinaire. Ben, en tout cas, pour moi, là, j'étais... Puis tu me disais ça, tu as battu un record... Ben, je pense que c'était la première fois que quelqu'un enchaînait l'ascension du Mont Logan et du Saint-Élias. Okay. On n'a trouvé aucun registre d'ascension dans la face nord. Nous, on a fait la face nord. Okay. C'était sur le Mont Logan, on a fait l'arête ouest. C'était probablement la deuxième ascension de l'histoire de l'arête ouest. Ah oui. Tu sais, puis la première ascension, faire l'arête, ça a pris 14 jours. On l'a fait en combien de temps? 13 heures. Fait que, tu sais, on était léger, on était rapide, on était prêt, on avait les bonnes affaires, la bonne équipe, les bonnes techniques. Puis là, ça devient magique. Incroyable. C'était bien, ça. Ouais. Puis c'est quoi qui était différent par rapport à l'autre qui l'a fait en... Bien, c'est sûr que nous, on a les équipements plus légers, plus tu sais, tout est plus léger. La préparation. La corde, les skis, tout est vraiment plus léger. Ouais. Dû au fait de ces équipements légers-là, ben là, ça ouvre des portes à dire, OK, ben on a besoin de moins de jours de nourriture parce qu'on est plus léger. Ouais. Donc, ça devient comme un peu exponentiel, mais dans le sens contraire, là, où on peut espérer faire quelque chose d'ultra rapide. Oui. Oui. Tu pars avec moins d'affaires parce que tu pars pour moins longtemps. Puis il vient un moment où quand tu es parti, c'était prévu que tu finissais ça dans la même journée. Ben, qu'on allait clencher. Ouais. Ouais. Mais 13 heures, c'était quelque mieux chose que ce qu'on imaginait. Okay. Nous, on était partis avec 7 jours de nourriture pour faire le sommet. Mais là, tu sais, après ça, il y avait 15 km de plateau à 5000 mètres d'altitude à traverser. Là. C'était pas fini. Là. Ouais. Mais c'est ça, on avait 7 jours. Puis ça, ben, ça prévoyait aussi que probablement qu'on passerait genre 3 jours dans une tempête. On est parti sans tente. Fait que là, tu dors souvent dans des igloos que tu te construis. On se fait des Quincy, fait que ça, c'est plus léger. C'est quoi la différence entre un Quincy et un igloo? Un Quincy, c'est un tas de neige dans lequel on a creusé une grotte. Puis un igloo, c'est des blocs de neige qu'on a assemblés. Fait que tu creuses dans un mur de neige, puis ça te fait un endroit isolé pour dormir. Ouais. Puis là-dedans, ben, peu importe la température extérieure, il fait 0 degrés Celsius à peu près. OK. Ah oui. C'est magique? Ah oui. Au final, où est-ce qu'on peut te retrouver? Me retrouver? Oui. Ben, j'ai ma chaîne YouTube. Oui. Les liens vont être dans la description. C'est une belle façon de me suivre. Je mets beaucoup de films et d'aventures, des choses que j'ai goût de partager. Ouais. Aussi, des fois, des conférences que j'ai faites du passé. Après ça, ben, sur mon site internet, sur Facebook, c'est des belles places. Puis, idéalement, moi, j'aime ça, rencontrer les gens en conférence. Oui. Ouais. Comment on fait pour te contacter pour une conférence?
Sur Internet, c'est facile. Si vous ne me trouvez pas sur Internet, là, c'est parce que vous appelez ça les Internet. Faites-vous aider. Fait que les liens vont être dans la description pour te retrouver. Eh bien, un gros merci, Frédéric. Merci. C'était vraiment le fun. Ben, merci. Merci aussi de me faire une place dans ta chaîne, mais aussi de me coacher à travers ça, parce que tu es vraiment pour moi un exemple de quelqu'un qui a osé réaliser un défi de se lancer sur YouTube, puis qui réussit très très bien. Je suis impressionné de ça en fait. Ben merci. Ben, je trouve qu'on va faire des bels échanges. Nice. Oui. Et voilà ce qui conclut ce podcast avec Frédéric Dion. Qu'est-ce que je te disais au début? Quel personnage extraordinaire. J'espère que tu as apprécié autant que moi. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!